Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Comme cela semble intéresser nombre d'entre vous, je vais faire une série de récapitulatifs des différents modes de propulsion spatiale qui existent. Le sujet est franchement complexe, c'est donc quelque chose qu'on va séparer en plusieurs dossiers, afin de pouvoir rentrer dans le détail. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc de poser les bases, en parlant exclusivement de la propulsion chimique. Cela va nous permettre d'une part de faire le tour de ce mode de propulsion extrêmement puissant, le seul actuellement capable de placer une charge en orbite. Et d'autre part, cela nous laissera le temps de poser certaines notions théoriques qui nous serviront dans la suite de ces dossiers. Tous les systèmes de propulsion spatiale actuellement fonctionnels, à l'exception notable de la voile solaire, font appel au principe d'action-réaction. Ce dernier a été théorisé par Isaac Newton dès la fin du XVIIe siècle. Il stipule que toute force appliquée d'un corps vers un autre corps engendre une force opposée et égale. Concrètement, c'est à cause de lui qu'une lance à incendie qui échappe à un contrôle ferme va partir dans tous les sens, ou que les fusées peuvent décoller du sol. Comme leur nom l'indique, les moteurs à réaction fonctionnent donc sur ce principe. Pour ce qui est de la propulsion chimique, ce principe d'action-réaction est utilisé en éjectant des gaz vers l'arrière du véhicule, ce qui produit une poussée par réaction. Le principe est simple. Il est maîtrisé depuis des siècles par de nombreuses civilisations et sert notamment dans les domaines de la pyrotechnie et des armes. L'idée d'utiliser un moteur fusée pour voyager ou transporter des charges est un peu plus récente. Les progrès réalisés par la chimie ont permis de développer des composés chimiques de plus en plus puissants et efficaces, jusqu'à autoriser le voyage spatial. C'est un instituteur russe nommé Konstantin Tsiolkovsky qui imagine au tout début du XXe siècle qu'un engin à réaction chimique serait capable de se placer en orbite. La théorie est là, mais pas encore la pratique. On comprend quand même très vite l'avantage qu'il y a à utiliser des réactifs chimiques liquides car ces derniers peuvent brûler dans le vide de l'espace, contrairement aux poudres de l'époque. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, tout cela reste bien théorique et presque personne ne s'intéresse à la propulsion chimique pour le voyage spatial. Mais dès leur accession au pouvoir, les nazis lancent un programme de recherche sur les fusées. C'est le programme Agrégat, à la tête duquel on retrouve le très célèbre ingénieur Wernher von Braun. Le programme Agrégat va développer et faire voler plusieurs modèles différents de fusées jusqu'à la fin de la guerre. Les premières parviennent à atteindre une altitude d'1 ou 2 km, mais les progrès s'enchaînent très vite. En 1942, la fusée A4 du programme est le premier objet humain à sortir de l'atmosphère. Cette fusée, très performante pour l'époque, va connaître un grand succès sous sa dénomination militaire, le V2. Le programme Agrégat va servir de base à toutes les fusées chimiques qui seront conçues autour du monde dans les décennies suivantes. La première fusée française, Véronique par exemple, n'est qu'un développement de la fusée A8 du programme Agrégat. À leur début, les programmes spatiaux américains et russes s'appuient eux aussi fortement sur ce programme. Agrégat faisait appel à la réaction de combustion entre deux composés chimiques. C'est eux qu'on appelle les ergols d'une fusée. Dans ses premiers développements, Wernher von Braun avait choisi l'éthanol et l'oxygène liquide. La fusée V2 est déjà un témoignage de la puissance monstrueuse de la propulsion chimique. Avec seulement 65 secondes de combustion, le moteur de la fusée V2 pouvait amener celle-ci à une vitesse de 5400 km/h et à une altitude de 97 km. Si les ingénieurs allemands du programme Agrégat ont par la suite été disputés par les Russes et les Américains, c'est parce que la mise au point d'un moteur fusée demande une grande maîtrise technologique. Encore de nos jours, il faut souvent des décennies de recherche à un pays qui part de zéro pour mettre au point un moteur fusée efficace. La technologie est jalousement gardée car elle sert aussi à la conception de missiles stratégiques. On peut classer la propulsion chimique en deux grandes catégories, les moteurs à ergols solides et les moteurs à ergols liquides. Bien que les premières fusées aient fait appel à des ergols liquides, ce sont les fusées à ergols solides qui présentent le fonctionnement le plus simple. De nombreux composés chimiques peuvent être utilisés dans un moteur à ergols solides, de la simple poudre noire au mélange extrêmement complexe qu'on retrouvait dans les propulseurs d'appoint de la navette spatiale américaine. Une fusée à ergols solides a la particularité de mélanger les deux composants chimiques nécessaires à la réaction, l'oxydant et le réducteur, dans le même réservoir. Ces derniers demeurent inertes jusqu'à ce qu'une flamme vienne déclencher la réaction,
Cette dernière est une réaction dite explosive, c'est-à-dire qu'elle permet de générer de très grandes quantités de gaz en très peu de temps. Quand tout se passe bien, cela permet de générer une poussée très importante contrôlée par une tuyère. Les moteurs à ergols solides présentent les avantages d'un coût peu élevé, d'une conception simple et d'une poussée très forte. Les moteurs à ergols liquides sont à la fois beaucoup plus complexes et bien plus efficaces. L'oxydant et le réducteur de la réaction chimique sont ici stockés dans des réservoirs séparés. Ils sont mélangés dans une chambre de combustion, et les produits de la combustion sont éjectés à travers une tuyère. Ce qui rend ces moteurs très complexes, c'est que les ergols doivent être souvent stockés sous forme cryogénique. Pour produire une poussée forte, il faut brûler un maximum d'ergols en un minimum de temps. Afin d'y arriver, on fait appel à des turbopompes. Ces dernières injectent les ergols sous pression, un peu comme un turbo de voiture, mais avec beaucoup plus de puissance. Par exemple, les turbopompes des moteurs de la navette spatiale étaient capables d'injecter 4 tonnes d'ergols par seconde dans la chambre de combustion. Les moteurs à ergols liquides présentent certains avantages par rapport à leurs semblables à ergols solides. Ils sont bien plus efficaces, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser moins de carburant pour produire une poussée donnée. C'est la grandeur décrite par l'impulsion spécifique. Ils permettent aussi un plus grand contrôle. Certains d'entre eux peuvent être éteints et rallumés. Il est aussi possible de faire varier leur puissance. Parmi les différents ergols liquides qui sont utilisés pour la propulsion spatiale, il y en a un qui est un peu spécifique. C'est l'hydrazine. Ce dernier est un monoergol, c'est-à-dire qu'il n'a besoin que de lui-même pour produire une poussée. Ce n'est donc pas une réaction de combustion qui a lieu dans un moteur à l'hydrazine, mais une réaction de décomposition. Exposée à un catalyseur, l'hydrazine se décompose en quelques millisecondes en produisant de grandes quantités de gaz. La poussée produite reste toutefois relativement faible. On utilise l'hydrazine principalement pour les corrections de trajectoire qui doivent être très précises. Les petits jets que vous voyez sortir des micropropulseurs dans les films, c'est de l'hydrazine. Aujourd'hui, la propulsion chimique est maîtrisée par un nombre croissant de pays et d'entreprises, et elle n'est pas prête de disparaître. Elle est la seule à proposer un rapport poids-puissance assez élevé pour qu'une fusée décolle du sol. La technologie est mature, et il ne faut pas s'attendre à de grands bonds de performance pour les fusées à propulsion chimique. Ceci dit, certaines innovations périphériques peuvent encore permettre à ces dernières de progresser. Un des facteurs clés de la performance d'un moteur spatial est la forme de sa tuyère. Les fusées chimiques sont principalement utilisées pour atteindre l'orbite depuis la surface, et cela pose un problème de tuyère. En effet, la poussée d'un moteur fusée est optimale lorsque la pression des gaz en sortie de tuyère est égale à la pression ambiante. Or, la pression ambiante varie énormément au cours de l'ascension d'une fusée. Idéalement, il faut donc que la forme de la tuyère change au cours de l'ascension. On résout actuellement ce problème en ayant recours à des fusées à plusieurs étages, ce qui a le double avantage de pouvoir se débarrasser d'une partie du poids mort et de pouvoir changer de tuyère au cours de l'ascension. Par exemple, la tuyère du moteur Merlin qui équipe le second étage de la Falcon 9 est bien plus imposante que les tuyères des mêmes moteurs Merlin qui équipent le premier étage. Une des solutions à cette problématique pourrait être la tuyère Aerospike. Cette dernière permet au gaz de propulsion de se détendre avec comme seule limitation la pression ambiante. Un moteur ainsi équipé possède une performance optimale quelle que soit l'altitude de vol. La technologie a été recherchée dans les années 60, puis abandonnée pendant 30 ans avant d'être dépoussiérée par la NASA pour le projet X-33. La recherche continue aujourd'hui, et certains acteurs, comme l'entreprise privée Firefly Aerospace, espèrent pouvoir intégrer ce type de tuyère dans leurs fusées. En dehors des performances pures, les moteurs chimiques peuvent encore progresser en termes de fiabilité ou de réutilisation. Ces progrès sont même nécessaires pour faire baisser le coût de l'accès à l'orbite, véritable frein à l'expansion spatiale. On aurait donc tort de délaisser la recherche sur les moteurs chimiques pour se concentrer uniquement sur d'autres options certes plus excitantes, mais qui auront toujours besoin de fusées chimiques pour décoller du sol. Voilà, c'est tout pour ces dossiers de l'espace. J'espère qu'ils vous auront aidé à mieux comprendre une des principales technologies de propulsion actuelles. Dans les épisodes futurs, on va s'intéresser à des modes de propulsion plus récents, qui offrent des possibilités différentes. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans l'espace commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.